Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons revenir sur la victoire du Heat de Miami dans le deuxième match des finales NBA face aux Nuggets de Denver. On va également parler du livre The Heatles, audition Marabout, avec son auteur Nicolas Méchel, que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Bonjour Nicolas. Bonjour. Très content d'être là pour parler de tout ça, Josh. Et en plus... Entre les finales et le livre, ouais. Il y aura des petites choses à raconter. Et j'étais justement en train de me dire qu'une victoire du Heat était parfaite pour toi, pour parler de ton livre. Ça aurait été une victoire de Denver, ça aurait pas été la même chose, je pense. Ça aurait pas été la même ambiance. C'est clair qu'en termes de timing, on est plutôt pas mal. Et même sur l'ensemble des playoffs, le fait d'avoir le Heat en finale l'année de la sortie du livre, je pouvais pas demander mieux. Ouais, t'as grassé la patte de la NBA ou quoi? T'as donné combien à Adam Silver pour que ça se passe comme ça? Pour qu'il t'emmène le Heat en finale? Je préfère rester discret sur le sujet. Allez, on va parler du Game 2 Denver-Miami. Miami qui continue de faire l'histoire, porté par cette même rage de vaincre qui leur a permis de s'imposer au sein de la conférence Est. Le Heat a déroulé son jeu dans le deuxième match des finales NBA, profitant des nombreuses erreurs défensives de Denver pour s'imposer de 3 points sur le parquet des Nuggets, où ces derniers n'avaient plus perdu, tenez-vous bien, depuis le 30 mars dernier. En fait, Denver n'avait plus perdu un match de play-off depuis le 7 mai. Miami vient certainement de leur rappeler que l'énergie d'une série peut passer d'un bord à l'autre en un rien de temps. Les certitudes d'hier deviennent les doutes d'aujourd'hui. S'il y a une chose qu'on ne cesse de répéter depuis l'entame de ces playoffs, au moins depuis le premier tour, c'est que cette équipe de Miami ne lâche jamais rien. Elle reste accrochée à la semelle de ses adversaires du début à la fin. Elle limite au maximum ses erreurs sur le terrain. Et si vous lui laissez l'occasion, elle viendra joyeusement briser vos rêves de victoire et tous vos pronostics en répondant présent dans les moments décisifs. Nicolas, cette victoire de Miami vient-elle d'inverser durablement la dynamique de cette série ou pas? Alors durablement, ça, l'avenir nous le dira. Après, évidemment, quand tu prends un Game 2 à l'extérieur et que t'as pas l'avantage du terrain, forcément, ça peut changer la dynamique parce que là, ça va jouer 2 matchs à Miami avec la possibilité pour le Heat, du coup, de mettre une bonne pression sur Denver, surtout si ça gagne le Game 3 à domicile. Donc 2-1 avec un Game 4 à Miami. Ouais. Ça peut, voilà, ça peut être déterminant pour la suite de la série, quoi. Donc moi, quand j'ai regardé ce match-là, dans les dernières minutes, je me suis dit, en fait, la série, peut-être qu'elle se joue là, quoi, parce que Denver a fait un petit comeback dans les dernières minutes pour finir à 3 points, mais je me dis 1-1, 2-0, évidemment, c'est pas la même, donc non, c'est possible, un partout, tout reste à jouer, mais en tout cas, je pense que tu as bien résumé la chose. Le Heat a bien rappelé à tout le monde que ces finales, elles seront compétitives, quoi. Alors, il y a un truc, moi, qui m'a sauté aux yeux dans cette rencontre, c'est à quel point les Nuggets étaient complaisants et ça m'a fait penser aux Celtics immédiatement. Je me suis dit, là, les gars Ah, de Denver sont en train de jouer au con. Je suis désolé de dire ça, mais ils sont en train de jouer au con avec Miami. Il n'y a pas d'énergie. Le nombre d'erreurs sur les rotations défensives était absolument sidérant. Dès le début du match, notamment Michael Porter Jr. qui a raté un nombre ouais. incalculable. Si tu regardes le match, mais tu te dis, mais c'est pas possible de rater un nombre, à ce nombre à la suite de consignes défensives, quoi. Alors, il y en a qui vont pouvoir dire, ouais, mais il y a eu des erreurs d'arbitrage, tout ça. Je suis désolé, le match ne s'est pas joué là-dessus. Alors oui, c'est un match qui se termine à 3 points d'écart. Donc effectivement, le petit goaltending d'Adebayo sur Murray, on peut crier au loup. La passe où Butler est est sur la ligne, on peut crier aussi. Mais c'est pas là que ça se joue. Et moi, je vais dire tout de suite, il y a la chose qui m'a le plus choqué dans cette rencontre. On a passé beaucoup de temps dans la preview à dire la zone de Miami, ça n'a pas forcément marché contre les Nuggets. Là, Spoelstra, il te sort encore une fois une zone, mais d'une exigence hallucinante dans ce que ça demande aux Mhm. joueurs en termes de rotation pour faire le front devant Jokic pour pas qu'il ait la balle, pour limiter ses touches au poste. Parce que Jokic, quand il est au poste, il détruit tout le monde. Hein. Si tu regardes les chiffres, c'est absolument hallucinant ce Ah, qu'il arrive à générer en termes d'attaque quand il a la balle au poste. Et là, ils ont tout fait pour l'empêcher de l'avoir ces ballons-là. Il a même fait des fois, Spoelstra, des presses
vraiment à des temps, Ouais. à des moments très précis du match pour pour faire en sorte que les Nuggets commencent leur attaque où il restait 14 secondes sur l'horloge. Et en fait, tu as vu les Nuggets qui étaient totalement sortis de leur zone de confort et qui C'est derrière ça. défensivement étaient pas du tout au niveau. Et je sais pas si tu as perçu ce truc-là, mais la zone de Spolstra, ça tient du génie et la discipline en termes de comment ces joueurs-là du hit arrivent à appliquer les consignes, c'est absolument magnifique. Ouais, je suis assez d'accord avec ça, mais même outre même la zone, je te rejoins plus sur ce que tu as dit tout au début, sur la différence d'intensité, Ouais, même entre les deux équipes. Ça s'est vu dès le début du match. Miami, ils sont venus, bon après ils étaient menés à 0, hein, donc c'est normal, mais ils sont venus avec une intensité, tu voyais tout de suite que voilà, ils étaient pas là pour pour repartir avec 2-0 quoi. Donc et Denver, ils ont pas tout de suite répondu. Et puis dans le dernier quart, c'est pareil en fait. Le Heat en voulait plus, et puis le Heat est ah, spécialiste ouais, quand il faut faire déjouer l'adversaire. Et en fait, là c'est sur le ça, ouais. quatrième quart, on l'a vu, il y a la zone. Et plus que la zone, il y a aussi le fait que en fait Miami a super bien exécuté en attaque. Ils ont mis tous leurs shoots. Je crois qu'ils sont à 11 sur 16 au shoot et 9 sur 10 au lancer dans le dernier Ouais, quart-temps. Donc en fait, quand tu es très efficace en attaque, déjà, t'as pas de transition. Et ça, c'est une première chose parce qu'on sait que Denver peut jouer en transition. tout à Et la fait. deuxième chose, c'est que ben, si ta défense, si tu peux placer ta défense sur demi-terrain et sortir une zone, forcément, c'est plus compliqué pour Denver. Et puis, on a vu, ouais, moi j'ai vu les Nuggets, ils ont fait des erreurs qui sont vraiment pas caractéristiques de ce qu'ils font habituellement, quoi. Des C'est assez pertes de incroyable, balles, ouais. des manque de rythme, manque de flow offensif, etc. Après, Jokic, évidemment, Jokic, il fera toujours ses, voilà, Jokic, il a mangé Zeller, c'était incroyable. Et en Ouais. fait, il a fini à 41 points. Il a fait un match énorme, Jokic. Mais dans l'ensemble, collectivement, Denver, outre, enfin, mis à part le deuxième quart où ils font leur run, où ils prennent 15 points d'avance, c'était Mhm. beaucoup, beaucoup plus dur, quoi. Donc, chapeau à Miami pour avoir réussi à, ouais, à les sortir de la zone de confort. Ouais, complètement. Ouais. Et parmi les erreurs, il y a aussi, il y a énormément de choses que j'ai pris sur mes notes. Quand je vois, quand tu as vu Caldwell Pope qui a pas arrêté, t'as l'impression que le gars faisait une faute sur tous les shooters à 3 points à un moment. Je crois qu'il Et offre 9 lancés hein, au total. Il y en a 3 sur oui, au Laurie, total, 3 sur... il y en a un qui arrive en première mi-temps, je crois, une faute sur un tir à 3 points en première mi-temps sur Kyle, je crois. Et dans le quatrième carton, il en fait deux des fautes Ouais, ouais, ouais. En tout cas, je sur sais les qu'il y a tirs à 9 trois lancés points. offerts, je crois, par Ouais. KCP. Ouais. Et Donc voilà, sur c'est un quand match à même, 3 points d'écart, ça pèse, quoi. ah Donc mais c'est il y a énorme. ça. Et en plus, KCP, qui est quand même un vétéran C'est ça. qui souvent répond présent dans les moments importants, là, c'était assez surprenant. Et je pense que c'est assez symbolique, en fait, de la façon dont les Nuggets sont déjoués dans ce game 2. Et Eh, ouais, tu c'est pas. symbolique défensivement. Il y a eu plein d'absences. Je me rappelle le shoot de Gab Vincent quand il regarde Christian Brown là, Christian Brown, ouais. il le regarde, genre ah bah il faut sur les Hey, rotations, faut y aller quoi, parce que c'est là ça, ouais. C'est il y a ça. une mauvaise communication sur cette action-là spécifiquement et ça sanctionne direct le hit en fait. Ils ont vraiment fait aucun cadeau et c'est ouais. Bah, en tout cas, ça fait J'ai- la différence 36-25 un dernier quart quand même. C'est ça. C'est-à-dire que si tu prends 36 points au quatrième quart-temps, ça va pas du tout. Pareil, Mm. le saut des joueurs sur les feintes, Ouais, au-delà de, enfin, ils sautent sur les feintes, ils manquent leur rotation, ils font des fautes sur les tireurs. Grosso modo, c'est tous les ingrédients qu'il faut pour foirer son match comme il faut. Et pourtant, il perd que 2-3 points. On parle du quatrième quart-temps, des 36 points. Ils ont marqué 36 points sur 20 possessions. C'est un des quatrièmes quart-temps les plus efficaces ouais. de ces 2 dernières saisons, tout match confondu, que ce soit en Non, c'était régulière incroyable. ou en playoff. Incroyable. Le pourcentage de reset à 3 points là. C'est ce que j'avais dit dans la preview déjà. Chers amis, pour ceux qui disent ah comment ça il shoot à 48% à 3 points, c'est ce que fait le Heat depuis le début de ses playoffs. Ce n'est plus une surprise. Le C'est Heat ça. n'arrête pas de le faire encore et encore et encore. C'est la première équipe en termes de pourcentage à 3 points dans ses playoffs. Ils sont à plus de 39%. Ils sont premiers de tous les playoffs. Là, ils shootent à 48%. Pour donner un ordre d'idée, euh, les équipes qui en finale NBA ont réussi à atteindre cette barre des 48% à 3 points sur au moins
35 tentatives en finale NBA. Il y a eu Cleveland en 2017 face à Golden State, 53%. Phoenix en 2021 face à Milwaukee, 50%. Boston face à Golden State, ils étaient à 51%. Et donc Miami face à Denver. Tu remarqueras que le point commun entre toutes les équipes que je viens de citer, elles ont toutes perdu finalement en finale NBA. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil pour les fans de Denver. Voilà, tout espoir n'est peut-être pas n'est pas perdu. Mais il y a quand même des choses qui m'inquiètent énormément dans cette rencontre côté Denver. Et l'une de ces choses, c'est l'inefficacité absolue de Michael Porter Jr. Alors, je suis un des grands défenseurs de Michael Porter Jr., notamment contre ceux qui disent « Ah, mais Michael Porter Jr., c'est vraiment un boulet défensif ». J'arrête pas de dire non, Ah, ce ça n'est a pas bien le cas. changé, ça. Il Ouais. a fait d'énormes progrès. Il sait beaucoup mieux se placer. C'est plus du tout un gars que tu peux cibler. Et dans le premier match, on l'avait bien vu. À un moment, il fait un compte sur Jimmy Butler. Il avait une intensité Ouais. défensive qui était tout à fait appropriée. Et ça avait donné un peu la tonalité dans ce game 1, notamment en dissuadant certaines attaques dans la raquette du Heat. Là, dans ce match 2, catastrophique défensivement, est catastrophique dans ses choix de tir. Il prend des shoots complètement stupides. Et là, je crois que dans ses Ouais, il playoffs, fait. j'ai noté, dans ses finales NBA, il est à 3 sur 17 à 3 points. Tout le monde est tombé sur Max Strus en disant ah 0 sur 9 c'est une catastrophique. Le mec a commencé et il a planqué ses 12 points, ses 4 3 points, il les a plantés dès l'entame. Michael Porter Jr. C'est ça. pour l'instant, il est totalement à côté de ses pompes. Souvent, la question avec Michael Porter Jr., c'est est-ce qu'il peut peser dans les autres secteurs du jeu quand il ne met pas ses shoots, par C'est exemple? ça exactement, Parce que ouais. souvent, il y a des joueurs qui, quand ils sont en réussite offensive, ça se voit aussi en défense, ils sont plus dedans, etc. Là, Michael Porter Jr., match très dur en attaque, il finit, je crois, à 2 sur 8. Il a pas vraiment de position de shoot, il fait les mauvais choix, etc. Et en fait, bah, ça s'est vu aussi un peu de l'autre côté du terrain, quoi, avec ouais, des absences Complètement. défensives. Enfin, il est pas dans le match, en fait. Et si tu regardes Et la conférence d'après-match de Michael Malone, ce qu'il dit, c'est pratiquement le descriptif de Michael Porter Jr. À un moment, il dit, oui, il y a des joueurs qui, parce qu'ils sont pas en réussite au tir, laissent cette donnée les influencer dans leur énergie ouais, défensive. c'est ça, Grosso modo, c'est le match de Michael Porter Jr., quoi. Clairement ça. exactement. Il y en a d'autres qui parviennent bah, à peser dans les autres secteurs et à être décisifs. Et là, bah, Michael Porter, ouais, bah, il est passé au travers, quoi. Et c'est c'est assez dommage parce que même sur le game 1 où il avait pas fait non plus un grand match offensif, je trouvais qu'il était plutôt, comme tu dis, il avait fait le taf, Il était impliqué. Ouais, ouais. défensivement, il était plutôt là. Enfin voilà, il était pas, c'était pas un maillon faible, quoi. Là, le game 2 c'est dur pour lui. Donc, je pense qu'il va vraiment falloir qu'il se reprenne parce que quand Michael Porter Jr. Pèse, bon, en attaque évidemment, Ouais. dans un premier temps parce que c'est avant tout un joueur offensif, mais quand il est vraiment bien concentré et dans les différents secteurs et tout, bah Denver, bah, c'est pas tout à fait la même équipe, quoi. Bah, en fait, j'ai envie de dire, au-delà de Nikola Jokic et de Jamal Murray, et on peut dire que Jamal Murray, là, sa mission, elle est compliquée parce que franchement, Miami défend extrêmement bien sur lui. Et la défense de Miami, franchement, mais c'est absolument. C'est fabuleux. Moi qui suis fan de Denver et qui suis les matchs de Denver depuis un bon moment maintenant, et cette saison notamment, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont réussi à gêner le jeu à deux comme de Jokic et Murray comme le fait Miami là. Franchement, c'est incroyable. Et on Surtout va le game 2, quoi. ouais, ouais, et je vais reparler de ça tout de Ouais. suite juste après, juste pour rebondir sur ce que tu es en train de dire. Je suis complètement d'accord avec toi. Michael Porter Jr. aujourd'hui, pour moi, c'est le séparateur pour Denver. C'est-à-dire que si Michael Porter Jr. retrouve de sa superbe, commence à mettre les shoots au moins Ouais. comme un mec comme Duncan Robinson. Allez, au moins Michael Porter, si tu arrives au moins à faire ce que fait Duncan Robinson, je pense que Denver a vraiment une marge de manœuvre beaucoup plus grande et peut dominer ce duel, clairement. Mais tant qu'il est dans le dur comme il l'est là sur les deux matchs en termes d'adresse, ça va être très compliqué parce que ça ne permet pas justement à Denver de prendre l'écart. Et je ne sais pas si tu peux vraiment espérer que ça vienne d'ailleurs
pour l'instant, les mecs, ils font enfin, les KCP, Bruce Brown, tout ça, ils font leur taf. Je sais pas si Ouais, si c'est raisonnable de leur en demander de faire plus. Donc, je suis tout à fait ouais. d'accord avec ça. Pour moi, Miami, ils gagnent ce match et aussi à l'expérience. Que ce soit Kevin Love, et surtout Bam Adebayo et Kylori, tu regardes dans ce match, re-regardez le match pour ceux qui ont l'occasion de le faire et qui ont envie de le faire. Vous re-regardez le match sur certaines zones, regardez comment Bam Adebayo et Kylori arrêtent pas de crier les ordres en défense. À dire attention, bouge là, attention, va là, bouge là, attention, il se passe ci, il se passe ça, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est hallucinant. Et il y a un moment qui m'a marqué dans ce match. C'est pendant un temps mort, tu sais, t'as le audio assist là, Ouais. où tu vois le coach qui parle. Et t'as un moment, on voit le banc avec Michael Malone qui parle. Et t'as DeAndre Jordan qui crie, hey les gars, communiquez en défense. Ah bah Et, ça, et le parallèle, ça m'a sauté aux ouais, yeux. Je me suis dit, mais d'un côté, t'as le hit, il fonctionne comme un corps, comme une unité, comme un groupe qui est toujours au contact. Ils sont toujours là à être sûrs que chacun fait son taf. Et Denver, c'est il y a ça. pas de communication, ça foire en permanence sur les couvertures défensives. Il y a un truc qui colle pas, quoi. Il va falloir clairement corriger ça s'ils veulent s'en sortir. C'est ça. Et puis le hit après le game one, euh, Spoelstra avait notamment déclaré, on lui avait demandé en conférence de presse quels seront les ajustements potentiels pour le Mhm. game 2, mais j'ai bien aimé sa réponse parce qu'il a répondu que c'était pas une question de vraiment de schéma défensif, même si la zone évidemment, voilà, la zone, elle a son efficacité et tout, mais Bah, son exécution, surtout, j'ai envie de Spoelstra, te il a dire, parce que surtout, la zone, elle est complètement tarée. C'est fou qu'ils arrivent à faire ça, en vrai. il la maîtrise très bien. Et puis en C'est fait, hallucinant. Spoelstra a surtout il a mis le point surtout sur l'effort et l'intensité. Et en Bien fait, moi, sûr. on peut parler du coup, comme tu dis, de la zone, voilà, l'exécution et tout, mais moi, c'est toujours ouais, c'est cette différence d'intensité en début et en quatrième quart en fait qui, je pense, a vraiment en fait fait la différence, tu vois. Ouais, mais Et tu vois, et Nico, je sais pas si tu as déjà joué au basket dans ta vie, mais ouais, quand t'es à fond les ballons sur un terrain et que tu dois répéter un effort encore et encore et encore et encore et encore et encore, il y a des moments, alors, et ça arrive, hein, le hit n'est pas totalement exempt de toute erreur, bien évidemment, mais je trouve que si tu regardes l'ensemble du travail accompli, je trouve hallucinant le fait que tous ces joueurs-là arrivent à à démontrer autant de cohésion défensive sur le terrain, avec une telle intensité, pour rejoindre ce que tu es en train de dire. Le mix ah mais je suis, intensité-cohésion, c'est la il est formule, hein. En fait, en vrai, c'est excessivement rare d'avoir les deux trucs en même temps à ce niveau-là, quoi. C'est vraiment une équipe élite, le hit, quoi. Ils sont pas là par hasard, quoi. Bah C'est ça que équipe j'arrête pas de justement. répéter, quoi. Faut souligner, bah ouais, le mot équipe, quoi. Parce que là, même là, ça gagne le game 2. Moi, à la base, en début de série, je me disais, si le Heat veut gagner à Denver, il faut un Jimmy Butler game, tu vois. Et en fait, il n'y a pas de On Jimmy l'a pas Butler encore game eu pour et l'instant. on va peut-être l'avoir. Et, Et le hit peut encore compter là-dessus. C'est ça qui est ouf. et pourtant, t'es un partout parce que bah, Jimmy Butler, bon, il a fait du playmaking, il s'est un peu réveillé dans le scoring dans le quatrième quart, et puis il a quand même défendu Jamal Murray, faut pas l'oublier, avec Mais comme Kevin Love a été intégré dans le 5, il est etc. Il y avait plus de magnifique, Jimmy. possession. Il est Il y avait plus magnifique, de Jimmy. possession sur Murray et ça a quand même bien marché Ouais. parce que Murray il fait pas un énorme match même s'il chauffe sur la fin. Mais Butler du coup il fait un peu ce rôle de ouais un peu plaque tournante sans pour autant être exceptionnel. Et puis bon après l'adresse bon l'adresse je suis pas sûr que le Heat quand même finit à 17 sur 35 à tous les matchs même si comme tu l'as dit sur les playoffs c'est une tendance enfin le game 1 était plus une anomalie que le game 2 quoi. Donc Exactement. même si la saison régulière du Heat en termes de shoot c'était pas bon là en playoff ils sont en feu et en fait le game 2 on a retrouvé le Heat en termes de d'adresse extérieure même si 17 sur 35 c'est quand même fort quoi c'est ils vont pas mettre 17 3 points à tous les matchs mais non après je te rejoins surtout offensivement pareil tu parles de cohésion bah offensivement la cohésion elle est là enfin
si je me souviens bien, les 9 premières minutes du coup du quatrième quart, ils mettent 32 points, quoi, comme dit. Mais Et c'est c'est la, n'importe en quoi. termes d'efficacité offensive, ça n'arrive jamais, quoi, en fait. Duncan Et Robinson, c'était Stephen Curry dans la troisième ah, quart-temps, quoi. C'était fou. Duncan Robinson, il fait un 8-0 personnel en début Mais de oui, quatrième quart pour recoller, quoi. Donc, comme ce qu'il a fait contre les Celtics, à 3 points, et après, les gars surréagissent tellement à sa ouais, gravité que il pénètre. ils font un edge de dingue en défense pour l'empêcher absolument de prendre le tir. Et soit il pénètre, soit il serre l'autre gars qui est tout seul, en fait. C'est ça. Puisque Mais la là, il a défense a pénétré, complètement parti sur lui, quoi. il a C'est lâché fou. un N1, il a lâché un N1 et un layup. Duncan Robinson, ce qui avant n'arrivait jamais, quoi. Avant, Qui était hors de c'était, la rotation en il- mars. il- voilà, avant, enfin, Duncan Robinson a toujours été très précieux dans son mouvement, etc., avec son Mmh. ballon, 3 points et tout. Mais le fait de le voir pénétrer, finir en lay-up avec des N1 et tout, le mec il flex, j'ai jamais vu ça, quoi. Duncan Robinson qui flex, tu vois. Donc, C'était énorme. c'était un Et Duncan Robinson, ouais. un carton à la Duncan Robinson sur les 3-4 premières minutes, ouais, il met 10 points, je crois. Donc ça a fait basculer le match là pour le coup, tu vois. Mmh. Et franchement, Adebayo, qui fait un match magnifique, franchement, les dribble and off d'Adebayo avec les Ouais, shooters, avec Robinson. avec Robinson, avec Gabe Vincent, Ouais, en fait, sa façon à Adebayo de servir voilà, lui aussi de plaque tournante. En fait, Adebayo et Jimmy Butler, c'est deux leaders absolument incroyables sur un terrain, quand même, dans cette équipe. Enfin, on voit que cette équipe est totalement, enfin, cette équipe leur ressemble. Tu vois, est-ce que tu comprends ce que j'essaye de dire ou pas? ah oui, non, mais bien sûr. En plus, je te rejoins sur Adebayo, qui, je trouve, personnellement, est assez sous-estimé dans le playmaking. Euh, Il est Adebayo, incroyable. c'est un bon passeur, il fait les bons, enfin, il fait souvent des bons choix, il sait faire jouer, il voit les opportunités, et même parfois, quand la défense trop se focaliser sur le shooter avec lequel il fait les end-off et tout, bah, en fait, il garde la balle et il monte, tu vois, ce genre de truc. Donc, en fait, Adebayo, là, enfin, début de finale, vraiment, enfin, c'est le challenge de sa carrière, là, Adebayo. Et en fait, je trouve, il répond vraiment présent. Et comme la dispo après le match, tout ça en plus de défendre sur Jokic, quoi, pendant tout le match. Alors, Jokic, il C'est met clair. 41 points, mais Adebayo le fait quand même, il le fait travailler, disons. Enfin, je veux dire, il est là, quoi, il est présent. Après, tu prends des shoots sur la gueule, ça arrive, c'est Jokic, Adebayo, le fait Ouais. de défendre comme ça sur Jokic enfin, d'être en mission sur Jokic défensive et de pouvoir quand même mettre ses 20 points avec 9 rebonds, 4 passes et tout. En plus, il est clutch en fin de match. Franchement, Adebayo, si le hit est un partout aujourd'hui, ils peuvent lui dire merci, je trouve. C'est ce que dit Spolstra d'ailleurs. C'est exactement ce que dit Spolstra. Il dit Adebayo, je sais pas si vous vous rendez compte ce qu'on lui demande de faire, mais en Bah défense, ouais. tout repose sur lui quasiment. Et en attaque, Bah, il prend ses responsabilités, il fait jouer les autres et il marque ses points. Enfin, je veux dire, et il doit jouer 40 minutes minimum par match, sinon ça prend la c'est flotte ça. dans tous les sens. Enfin, Déjà, bon, waouh. de base, t'as pas de réponse sur Jokic. Ça n'existe pas, je pense, dans Oui, la NBA. À ça, tout le part monde l'a peut-être compris. Embiid, voilà. Tout le monde l'a compris Mais maintenant. mais le truc avec le hit en plus, c'est que en backup de Adebayo, du coup, t'as Cody Zeller qui a joué, je crois, 8 minutes. Il s'est fait défoncer. Je crois que Ouais. il est à -14 en plus minus. En fait, il est complètement à côté. Enfin, il peut pas. Après, c'est pas la faute de Cody Oui, Zeller. C'est juste oui, qu'il a voilà. rien à faire là, en fait. C'est ça, exactement. Ouais. On est d'accord. Et ouais. En fait, Mais non, il a mais rien à faire là en il finale a été NBA. rameuté quand dans l'équipe en cours de saison là, enfin, à la fin de la saison, c'est n'importe quoi. Enfin, Ouais. Non, même avant. Enfin bref. De toute façon, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que Cody Zeller ne peut pas avoir 10 minutes de finale NBA avec mais Jokic non, en face. mais Et non. là, en fait, pour l'instant, Spo, il n'a pas tout à fait aligné les minutes d'Adebayo sur Jokic, ce qui signifie que Ouais. Jokic a des minutes sur le terrain sans qu'il y ait Adebayo en défense. Et en fait, le hit se fait complètement démolir parce que là, c'était dans la deuxième partie du troisième quart où du coup, il y avait Zeller sur Jokic. Et en fait, le hit qui était revenu, finalement, ils sont à -8 on entame du quatrième et ça a failli les plomber quoi. Et enfin, je veux bien voir comment Spo s'il va aligner les minutes de Adebayo sur Jokic sur les prochains matchs parce qu'en tout cas, je pense qu'il va plus faire jouer Zeller, c'est pas possible. Je pense que c'est Je fini sais pour pas, Zeller les ouais. finales. Je sais pas. En tout cas, ils ont été très efficaces avec. Alors, Caleb Martin était apparemment malade, mais il a quand même Ouais, joué en quasiment la sortie de banc du totalité coup. du quatrième quart-temps, il me semble. Et il marque ce 3 Une points bonne partie, absolument ouais. assassin
sur un Ouais. ballon récupéré par Butler qui fait la passe. Ouais, Butler, mais bref. Et Kevin Love, franchement, je pensais vraiment pas qu'il allait faire. Alors, il est à 2 sur 9, mais il prend 10 rebonds, je crois, 3 rebonds offensifs. Et il est en Il fait un bon positif match. sur les 22 minutes qu'il joue. Il était engagé à l'expérience, encore une fois. Et des vétérans, t'en as besoin. Ouais, et C'est puis exactement ce que tu disais tout à l'heure par rapport à KCP. C'est ça qui m'a fait halluciner côté Denver. Je me suis dit, mais s'il y a un mec que je voyais pas faire autant d'erreurs, c'est bien KCP, quoi. Et ouais, là, ouais, waouh. ouais. Et de l'autre côté, ça a Mais répondu présent, quoi. Laurie, tu regardes sa feuille de stats, tu te dis, ouais, bon, le mec, il marque 2-3 points, ça va, quoi. Faut arrêter de. On va pas lui jeter des fleurs en permanence non plus, quoi. Mais si tu non, mais regardes important. Ouais. le fond du job et comment sa présence a l'air d'être rassurante pour tout le monde dans cette équipe. C'est le gars en qui tu peux avoir totalement confiance parce qu'il a déjà été, il a déjà évolué à ce niveau-là. Et on va toucher peut-être au dernier point concernant ce match 2. Je trouve que là où il y a peut-être une bascule, c'était ça un peu ma première question qui était sciemment un peu provocante. Mais en fait, je trouve que le Heat a montré le poids de l'expérience dans ces finales NBA, à quel point ça pouvait être Mhm. important, en allant s'imposer à Denver, ce qui est franchement une tâche qu'aucune équipe avant eux avait réussi à faire en playoff et que n'avait plus fait Ouais. depuis le 30 mars. Rendez-vous compte. Euh, Ah oui, non, mais et en Denver, plus, le Heat n'a pas gagné à Denver depuis 2016. voilà. Stat incroyable. Voilà, et qui quelque part, tu te dis, bon, bah voilà, les, s'il y a des gens qui n'ont rien à péter de ça, c'est bien eux, quoi. Euh, Ouais, exactement. tous ces gars-là, ils sont là, ouais, ok, super, merci. Euh, Ce que j'ai envie de dire, c'est que Denver me semble beaucoup plus friable mentalement que. En tout cas, c'est pas le Heat qui va perdre les pédales mentalement, clairement. Par Je contre, les pense pas. Nuggets, Ouais. j'ai l'impression que ce Game 3 là, et potentiellement le Game 4. Si le Game 3 se passe pas bien, Ah bah. on verra le scénario et on verra comment ça se passera. Mais je pense que des mecs comme Michael Porter Jr., justement, et peut-être d'autres joueurs de cette rotation, qui, je le rappelle, à Denver, ils ont quand même une rotation qui est hyper short, qui est hyper courte. Joue à 8 quoi. 8 Ouais. Et maximum, puis, quoi. alors, Christian Brown, je comprends pourquoi Michael Malone l'a laissé longtemps, parce qu'il avait une énergie incroyable. Il a fait vraiment Un des vrai bons impact, trucs, ouais. notamment dans ce deuxième quart-temps. Ouais. Ou incroyable, Denver a remporté ses minutes sans Jokic. Ouais. Et moi, je me suis dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ils vont plier ce match, c'est sûr. Là, Jokic, il est pas Ah là, ils sont bah, en train de s'envoler. Plus 15, Jokic revient et c'est ouais. c'est terminé. Et non, le hit, il était là, ils étaient là au contact, ils finissent à -8 à la mi-temps, ou -6. Et tu te dis, mais Mmh. ça relève du miracle en vrai. Mais je te rejoins sur l'aspect de l'inexpérience parce que, encore une fois, ça s'est vu dans le fait que Denver n'a pas tout de suite réussi à matcher l'intensité du hit. Ça, les équipes expérimentées, ça arrive rarement, en fait. Mais en fait, je suis plus surpris que ça arrive au game 2 plutôt qu'au game 1, en fait. Je me suis dit, bon, le game 1, bon, Ouais. après genre 10 jours de repos, premier match de finale pour beaucoup, voilà, c'est typiquement le genre de match où tu te dis, le hit peut les prendre à la gorge. Et en fait, ça se passe au game 2, ce qui est assez surprenant parce que bah, ils ont bien géré le game 1, ils savent bien que le hit ne lâche pas, il y a un deuxième match à prendre et en fait, ils ont quand même baissé le pied. Donc ça m'a un peu surpris moi perso. En tout cas, moi, J'étais pas ouais. surpris de la réaction du hit parce que je m'attendais à une réaction du hit, mais j'étais surpris que Denver ait des périodes creuses à plusieurs moments du match comme ça, hein. Mais après, il y a un adversaire aussi qui te fait déjouer, même si, comme dit, Alors, ouais. la question de l'intensité, voilà, ça c'est quelque chose que tu peux contrôler habituellement. Donc voilà. Ça T'as, m'a t'as- surpris t'as personnellement. un adversaire qui te fait déjouer, je suis tout à fait d'accord, et la défense du hit est un vrai, vrai point fort, comme on l'a dit. J'avais mis aussi dans mes notes que la zone ralentit gravement le rythme du jeu, et Jokic en a parlé d'ailleurs. Et c'est ce qui s'était passé face aux Celtics. Le hit a cette Ouais. manière incroyable de t'imposer son rythme. Ils imposent C'est leur ça. rythme et tu joues le jeu qu'eux ont envie de jouer. Et que toi, t'as pas Ah, envie de jouer. Et tu joues le jeu du hit. Et le hit, là-dedans, bah, forcément, ils sont hyper confortables puisque c'est exactement ce qu'ils veulent faire. et ça Et c'est Jokic l'a dit en conférence ouais. de presse d'après-match. Et ça aussi, ça m'a énormément marqué. Euh, mais voilà, en fait, Denver, ce qui m'a beaucoup inquiété, c'est je te dis,
ces erreurs de rotation défensive, ces Ouais, erreurs de couverture et de communication sur les switches. Quand est-ce qu'il faut switcher, quand est-ce que tu switches pas. Ça, logiquement, j'arrive pas à croire que les mecs étaient pas préparés. Ils avaient les consignes, ils savaient très bien ce qu'ils devaient faire. Donc, pourquoi ils ont foiré ça? Est-ce que c'est juste un bip dans leur parcours et au match 3, ils ça vont arrive. largement corriger le tir et être beaucoup plus disciplinés? Mais si ce manque Ouais, de je pense. discipline perdure à l'avenir, Denver ne survivra pas à cette série. Je le dis tout de suite. Après, j'ai assez confiance en Michael Malone pour remettre les pendules à l'heure quand même. Même si Hmm. là, effectivement, sur le game 2, ouais, ça peut paraître inquiétant. Mais Michael Malone, quand même, il tient vraiment bien son vestiaire. Il va pas se priver pour mettre des tartes à, à ces gars. Et je pense qu'ils vont bien revenir focus quand même au game 3. Mais après, tu es à Miami. Vraiment danger là pour Denver. Parce que si tu perds, comme tu dis, Ouais. C'est peut-être t'es le meilleur pas à moyen pour se l'abri d'une reconcentrer. avalanche. C'est peut-être le Ouais, meilleur si moyen tu pour se perds 2-1. reconcentrer. Non, non, mais je veux dire, être à l'extérieur pour ce match 3, c'est peut-être le moment où tu te dis, bon, bah là, on arrête de jouer et, enfin, de jouer. On arrête de faire Ouais. les imbéciles et on se concentre pendant 48 minutes, quoi. J'ai regardé le podcast là, de Draymond Green avec Steve Kerr. Steve Kerr a dit, je pense pas que ce soit alarmant pour l'instant côté Denver, que ça exige de Non, grands non. ajustements et de grandes modifications. Il y a des choses à nettoyer certainement, mais il n'y a pas de grands remèdes à aller trouver en bousculant toute la rotation ou en faisant quelque chose de révolutionnaire. Mais c'est une vraie question que je me pose concernant Denver. Est-ce que Michael Malone, c'est un coach que je respecte énormément, mais pour moi, c'est un coach qui a tendance à trop rester parfois sur ses positions. Alors après, franchement, je l'ai jamais vu coacher une série en finale NBA, puisque c'est la première fois qu'il y est. Mais, euh, Mhm. mais bon, je, je me demande s'il sera capable à un moment ou à un autre de dire, bon, bah, de faire comme Spoelstra fait en fait, ou comme d'autres coachs avant lui ont fait, comme Steve Kerr a pu faire par le passé ou d'autres avant, c'est de dire voilà, toi je te sors de la rotation ou je te donne moitié moins de minutes et je fais jouer cette personne-là parce que le match-up est beaucoup plus avantageux pour nous dans ce contexte quoi. Tu vois? Après, je pense que Denver à son meilleur niveau est meilleur que Miami à son meilleur niveau Mhm. et que en fait c'est plus une question ouais, de discipline en fait et de C'est ça, d'effort ouais. plus que de tactique. Et en fait, c'est peut-être pour ça que il faut pas tout remettre en question là pour Denver parce qu'ils sont passés un peu au travers du game 2. Mais je pense que Denver, comme tu l'avais dit d'ailleurs en début de podcast, a plus de marge que le Heat. Mais maintenant, la question, c'est de savoir si Denver arrive ouais, à se remettre un peu la tête à l'endroit et à juste à exécuter un peu leur basket, quoi. Et le Game 3, il va beaucoup nous en apprendre, je pense. Et tu parlais de Ouais, tournant, là, pour je le suis tout à fait coup, d'accord. là, enfin, pour moi, je pense que le vainqueur du Game 3 gagne la série potentiellement. Parce que, Je repense à parce que Boston si, Golden State l'an dernier et quand Boston avait remporté ce troisième match. Après s'être imposé une fois Golden State, je m'étais dit, voilà, ça sent mauvais. Bon, après, il y avait Stephen Curry en face et Curry nous ouais, avait sorti ce Game 4 absolument légendaire. Mais, ouais, c'est ça. mais bon. Mais là, Miami gagne, comme tu disais, en face, tu as des gars Mm. qui ont pas encore connu les finales. Même si en fait, j'ai pas d'inquiétude pour Jokic et pour Murray, tu vois, ça me fait pas Non, non, peur mais c'est pour eux. pas eux le problème. Mais les role players, comme tu dis, Michael Porter, qu'est-ce que ça va donner? Bon, Aaron Gordon est solide quand même, je pense, lui, il est bien dans son rôle, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Mais comme tu dis, les Chris Brown, là, Bah, il y a qui Aaron encore? Gordon me Ouais. rassure pas. Enfin, pour moi, s'il y a des mecs qui sortent du truc, c'est potentiellement Gordon et MPJ, quoi. Ouais, 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 mais bon, après, Gordon, je trouve, bon, il a fait un très bon game one. Hier, il était un peu moins en vue, mais bon, je pense qu'il faut pas trop s'alarmer non plus pour Denver. Non, Ça non, perd bien un match en sûr. finale à domicile. Bon, voilà, ça arrivait à d'autres champions avant, hein. Mais Tu sais ce que je trouve génial, c'est que le hit te forcera à mériter ta victoire. Et s'ils ah oui, n'arrivent ça pas c'est sûr, à résoudre l'équation, bah voilà. ça c'est sûr. Le Heat sera allé chercher son truc. Là, ils viennent de battre le record. Là. 13 victoires. Ils ont Ouais, battu le ouais, record de New York. Dommage. c'est 13 ça. victoires 13 victoires pour un numéro 8. pour un numéro 8. Ouais. Ouais, on verra ça. On va parler désormais de ton livre, The Heatles, sorti aux éditions Marabout. C'est sorti quand?
Alors le livre est sorti le 3 mai dernier et en fait, il était déjà dispo en précommande le 24 avril. Ah ouais. Alors, tu vas m'expliquer d'abord pourquoi tu as décidé de faire ce livre sur cette super team qui, à l'époque, je me souviens, moi, m'a laissé. On va en parler, mais enfin, cette intersaison de 2010 restera à jamais gravée dans ma mémoire pour toutes les raisons dont tu parles dans ton livre, justement. Ah bah, je pense que t'es pas le seul pour ça et c'est l'une des raisons évidemment, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre parce que évidemment l'intersaison 2010 c'est d'ailleurs marqué sur la quatrième de coupe, c'est un tremblement de terre énorme en NBA parce que bah, tu as ce trio-là qui se rejoint à Miami, donc LeBron James, Dwayne Wade et Chris Bosh, qui sont tous agents libres en fin de contrat donc cet été-là et qui décident de réunir leurs forces dans une même équipe, ce qui n'a jamais vraiment été fait de cette manière-là à la free agency avec des trois stars dans leur prime. Et en fait, ce côté tremblement de terre, bah, en fait, ça a changé un peu le paysage de la NBA pour les années qui ont suivi, quoi. Et puis ensuite, le Heat, moi, c'est une équipe que j'avais suivie, que j'avais beaucoup suivie à l'époque en 2010, enfin sur les 4 années, même de 2010 à 2014, j'étais fan. Enfin, voilà, moi, j'adore le Heat, Dwayne Wade, tout ça, donc j'étais à fond dedans à l'époque. Et du coup, j'ai pu suivre cette équipe-là à la loupe, et c'est une équipe qui a une histoire assez folle, avec beaucoup de rebondissements. Enfin, je veux dire, ça se raconte, quoi. Il y a beaucoup de choses à raconter. Et il y a aussi des personnages dans cette équipe-là qui sont très. Il y a Spoelstra, il y a Pat Riley, LeBron, D-Wade et tout. Donc, il y avait vraiment beaucoup. Ouais, il y avait beaucoup de choses à dire et je trouve qu'il y a une belle opportunité de raconter ça. Et d'autant plus que enfin, ça c'est un point de vue personnel, mais je pense que c'est vrai. C'est ce qui est arrivé en 2010 a beaucoup influencé la NBA de la décennie qui a suivi. Ouais, Donc, complètement. Ouais, notamment en matière de joueurs qui changent d'équipe, de stars qui changent d'équipe, ouais, ouais, tout à fait. voilà, enfin, il y a plein de choses, quoi. On pourrait même presque dire que la convention collective qui s'apprête à débarquer en NBA là est quasiment la conséquence de tout ça. C'est l'aboutissement, j'ai envie de dire, des 10-13 années qui ont suivi The Decision de LeBron James. Dans ton livre, j'adore d'ailleurs, tu viens de le dire, enfin, non seulement tu racontes cette histoire de cette histoire d'une équipe qui a duré finalement 4 ans, ça a duré Pas sur 4 très long, hein. saisons, pas très long C'est en ça. vrai, alors qu'à ce moment-là, on pensait qu'ils n'avaient pas gagné non pas un, non pas deux, non pas trois, non pas quatre, non Exactement. pas cinq, mais je ne sais combien de titres. Bref, Ouais. tu fais aussi des focus sur plusieurs joueurs clés, dont LeBron James bien évidemment, mais aussi Ray Allen, Udonis Haslem, tout ça. Je laisse aux éditeurs l'opportunité de découvrir tout ça parce que t'as vraiment mis énormément d'informations ultra intéressantes parce que ça permet de voir un petit peu comment tout ce groupe prend forme et fonctionne ensuite par la suite. Mais Exactement. Bah, ouais. j'aimerais commencer quand même par le commencement en te posant la question, toi, ton avis sur The Decision, comment toi, en tant que fan, tu as vécu ce moment précis dans l'histoire de la Ligue qui allait, comme tu dis, créer cette espèce de tsunami ensuite Ouais. sur le reste de la Bah, NBA. évidemment, il y a eu une excitation énorme autour de The Decision et des mois à l'avance, en fait. C'était bon, déjà, je me rappelle, la saison 2009-2010, tu avais ce qui se passait sur le parquet et tu avais tout ce qui se passait en termes de rumeurs sur LeBron, agent libre, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Enfin, il y a eu des rumeurs dans tous les sens, hein, et il y avait il y avait les équipes qui pouvaient potentiellement avoir LeBron quand LeBron venait en ville. Bah, en fait, il y avait des affiches dans la ville, etc. Il y avait des fans qui portaient des t-shirts LeBron vient à New York ou ce genre de choses. Donc il y avait déjà tout cet engouement-là qui était énorme en fait sur la Free Agency 2010. Et puis après, ben, je pense comme tout le monde, j'ai vécu ça comme ouais, moi, à la base, je pensais pas en fait que LeBron allait faire équipe comme ça avec Wade et Bosch à Miami quand ça s'est fait, j'étais un peu ouais, presque choqué quoi parce que Ouais, le gros reproche était de dire LeBron James rejoint l'équipe de D-Wade. exactement, ouais, c'était un C'était peu ça l'énorme reproche. C'est-à-dire que tout d'un coup, ce gars-là qui était absolument surpuissant
Double MVP en titre, hein, faut Voilà, pas déjà, l'oublier. enfin, le mec était, et puis avec son équipe de Cleveland, il était toujours premier de la conférence Est. Enfin, il y avait pas, t'avais pas l'impression qu'il y avait un problème de compétitivité, clairement, quoi. Et tout d'un coup, il dit, là, tiens, je vais rejoindre, non seulement je quitte mon club de cœur, ok, mais je vais au Heat, l'équipe de Wade, qui a déjà remporté un titre auparavant avec cette équipe. Enfin bref, tout C'est ça. ça, les gens ont du mal à faire sens de cette décision, clairement, quoi. Et tu Et le même dans racontes, la et forme. tu le racontes très bien parce que voilà, dans la forme, c'est un truc que tu expliques de façon géniale dans ton bouquin, c'est que tout d'un coup tu nous emmènes dans les coulisses de ce cirque médiatique, clairement, Ouais. où tu nous racontes comment ça s'est fait, quelles ont été les décisions qui ont mené à cette émission de télévision qui va être faite spécialement pour l'annonce. C'est ça. Et puis le contre-coup du truc, c'est-à-dire que tu nous parles, par exemple, truc que que j'ignorais totalement, alors que je connaissais l'histoire, hein, mais je ne connaissais pas, par exemple, la réaction de Maverick Carter, qui est un des conseillers proches de LeBron James, qui a un peu Ouais. chapeauté l'histoire. Tu m'arrêtes si je dis n'importe quoi, enfin tu me corrigeras, mais C'est ça. quand il voit le contre-coup le bad buzz monumental qui s'enchaîne, le gars il dit mais mec je suis désolé en vrai, C'est ça, horrible, ben, c'est horrible ce qui est en train de se passer. Maverick Carter et même Rich Paul aussi, enfin tout le Bien crew sûr, un ouais. peu de LeBron qui voulait en fait, à travers The Decision aussi imposer cette notion un peu de qu'on a beaucoup entendu là de player empowerment sur la dernière décennie où en fait c'est le joueur qui va prendre en main sa carrière et qui va en fait dire S'affranchir des devant en antenne franchises en fait, nationale ouais. moi je vais voilà moi je vais aller là parce que j'ai le pouvoir. Après il y a presque que LeBron qui aurait pu faire ça parce que c'était LeBron en fait. Ouais, bien sûr. Il avait ce pouvoir-là, donc en fait il s'est pointé en antenne nationale pour dire où il va jouer et en fait le clan de LeBron, je pense, ne s'est pas totalement rendu compte en fait de la réaction potentielle de Cleveland à cette décision-là, même si enfin c'était Avec la prévisible lettre de quoi, même Dan si Gilbert. ouais, mais bon la lettre de Dan Gilbert, ça c'est encore un autre niveau, je trouve, Ouais, ouais, oui, c'est c'est ouais, sûr. on atteint C'est un sûr. niveau là de réaction assez Tu le racontes très bien dans ton livre, ça aussi, ouais. C'est... il y a eu des ouais J'avais oublié les Cleveland. détails de la lettre, mais c'est monumental, le Ah, truc. la lettre, elle est lunaire, la lettre Elle de est Dan Gilbert. Elle folle. est tellement lunaire d'ailleurs que, petite anecdote que je mets dans le livre pour ceux qui l'ont pas lu, mais bon, Ouais, c'est toujours intéressant, c'est ESPN, quand ils ont reçu la lettre, ils ont cru à un fake tellement ouais. c'était lunaire en fait. Ah, tu C'est sens la lettre qui a un été écrite à 3 heures du propriétaire matin avec deux bouteilles de bourré quoi. whisky dans le nez, quoi. Ouais. La lettre de Dan Gilbert, c'est un truc de fou quoi. Ouais. C'est tombé comme ça. Enfin, c'est ouais, toute cette négativité du coup qui a entouré l'après The Decision et qui a duré en fait toute la saison 2010-2011 où le Heat en fait était l'ennemi public numéro un, mais pas que à Cleveland, mais genre de toute la NBA quoi. Et c'est ça en fait qui a ensuite aussi rendu cette équipe assez atypique parce que il y a beaucoup d'équipes qui ont été détestées dans la NBA pour différentes raisons, mais le Heat de 2010-2011 avec The Decision plus la fameuse fête de pré-saison où ils annoncent qu'ils vont gagner tant et tant de titres, où LeBron annonce qu'ils vont gagner tant et tant de titres, ça a mis une cible sur cette équipe Ah, c'était bah, tout de suite, hallucinant. quoi. Et ça a duré toute la première saison, quoi. Alors attends, Et j'ai même une après question. encore, mais particulièrement la première saison. J'ai une autre question avant d'enchaîner sur cette première saison, justement. Enfin, une question particulière sur cette première saison, parce que, encore une fois, j'ai pas envie de tout dévoiler. Mais maintenant que je te tiens, Nico, je te lâche plus. Euh, Profites-en. est-ce qu'on est d'accord que cette décision, parce que dans le livre, tu laisses peser un peu le doute, mais les récentes informations qu'on a eues, c'est potentiellement que cette équipe a été montée dès 2006. Ces joueurs-là étaient déjà en train de parler entre eux pour se dire ça serait pas mal qu'on se rejoigne, quoi. Alors, Et voilà, disons que, ouais, est-ce qu'il y a une vraie incertitude jusqu'au bout ou pas du tout? Est-ce que c'était clair et net pour ces trois oui. gars-là qu'ils allaient faire ça, quoi? Souvent, on a entendu des rumeurs qui disaient comme quoi le Big 8 a été construit en amont. Genre au JO 2008, ils se sont mis d'accord parce qu'ils ont joué tous ensemble avec Team USA. Et puis En fait, il y a c'est surtout eu, la signature de leur contrat en 2006 où c'est ça, il ils y vont a eu tous un demander jeu contre, enfin, une clause de sortie pour l'année 2010. Et Carmelo Anthony aurait refusé, donc lui, de faire son truc, aurait signé son contrat, sa prolongation avec Denver. c'est Et ça. donc, voilà. Les trois qui avaient mis leur clause, bah, les trois ont opté, Les trois, ont en opté fait, pour sortir. au Et puis, moment, voilà.
au moment de la négociation de leur futur contrat là en 2006, oui, par là, Mhm. ils ont négocié pour un opt-out en 2010. Au lieu de prendre le max, en fait, ils ont C'est négocié ça. ça pour pouvoir être ensemble enfin, être ensemble sur le marché des agents libres en même temps, quoi. Donc en 2010, mais sans pour autant sans pour autant savoir qu'ils allaient jouer Ouais, ensemble, en fait. C'était d'accord. plus pour se donner l'option. Et en fait, comme tu dis, Carmelo, lui, a pris les 5 ans de son contrat parce que il voulait, voilà, la sécurité du contrat, etc. Lui, il s'est pas posé de questions. Donc lui, du coup, Carmelo, il était plus dans l'équation à ce moment-là. Du coup, Tu crois c'était qu'ils entre savaient Wade, qu'ils LeBron allaient, et ils Bosh. allaient, tu penses qu'ils savaient qu'ils allaient se réunir ou il a été pris par surprise? Ça se trouve, le mec, il pensait pas du tout à ça et quand il a vu tous les trois se mettre ensemble, il a dû se dire, mais qu'est-ce que vous Je faites, les pense gars, qu'il là? a, il a pas forcément réfléchi plus loin, mais il a dit plus Ouais, tard, si je me souviens bien, que c'est l'un des regrets de sa carrière qu'il n'ait pas suivi cette voie-là et qui, en fait, il aurait pu jouer avec Wade et LeBron potentiellement au Heat en 2010. Mais en ouais. fait, bon, ça s'est pas fait, voilà. Et, euh, et donc le Heat 2010, ça se fait l'été où ils se mettent d'accord une fois qu'ils sont tous agents libres, mais ça n'a pas été euh, enfin prémédité tant que ça avant finalement. Ils se sont mis en position de pouvoir jouer ensemble, mais en fait ça s'est décidé en 2010. Même Wade, si vous allez le voir dans le livre, même Wade n'était pas tout à fait, enfin il n'était pas à 100% sûr que LeBron dise Miami Heat as the decision, hein. Voilà, ils Ce qui est s'étaient mis un fou. peu d'accord, Ouais, ouais. mais pour des raisons que vous allez découvrir dans le livre, en fait, Voilà. il n'était pas tout à fait C'est bien, sûr Nico. lors de sa petite fête où il regardait The Decision, en fait. Ouais, Et donc voilà, il y a une part de, évidemment, voilà, de coulisses où où ils se sont tous mis dans cette position-là, avec évidemment Pat Riley qui était un peu le parrain derrière toute ouais. cette, Qui a fait tomber les bagues. Qui ouais, il a fait tomber montré les les bagues, bagues. etc. Et pour convaincre tout le monde, quoi. Mais Ouais, ouais. ouais, ça s'est fait en 2010, à l'été 2010, quoi. Ouais, bien sûr. La finale, cette fameuse finale 2011 face aux Dallas de Mavericks. Ouais. Nico, qu'est-ce qui s'est passé avec LeBron James? Alors, ne dévoile pas tout ce que tu racontes dans ton bouquin, mais l'ambiance de ces finales, LeBron James comme ça, qu'est-ce qui s'est passé du côté de LeBron? Parce que ça reste un des gros points noirs, si ce n'est le plus gros point noir de sa Le, carrière. le plus gros point noir de sa carrière, Clairement. je pense personnellement, Les stats LeBron. sont Donc horribles. Quand tu fais la récapitulatif du truc, ça fait mal ah aux oui, yeux, quoi. T'as du ah mal à croire bah que c'est lui, en vrai. pour ceux Va- qui n'ont pas forcément suivi les finales 2011, donc LeBron, Hmm. il arrive en finale première année avec le Heat, avec le Big Three. Grand favori face aux Mavericks de Nowitzki, qui ont fait un beau parcours jusque-là, mais bon, quand t'es le Heat et que t'as Wade, LeBron et Bosh, t'es favori, quoi, par définition, pratiquement. Et du coup, bah, il a attendu forcément au tournant pour sa première bague et tout, et en fait, il passe complètement au travers, surtout à partir du Game 4, je dirais, parce que bon, ça gagne 2-1, LeBron, il est pas ouf, mais bon, Il fait jouer les autres, il ouais, essaie il est de... polyvalent, Ouais, il est ouais. là, quoi, ça va. Hmm. Mais le Game 4 catastrophique de LeBron, c'est un match, il finit à 8 points, ça doit être son pire match en carrière. Il finit à 8 points, il est à côté, il est pas agressif, ouais, il est transparent en fait. Et puis il s'est fait chambrer Et il par a Jason jamais Terry, quoi. réussi à redresser la barre sur le reste de la série en fait. Le Game 5, Hmm. il fait un triple-double qui est assez peu impactant, je dirais. Et le Hmm. hit, en fait, de 2-1, ils perdent 4-2, ils perdent 3 fois de suite. LeBron, ouais, je pense que personnellement, je pense pas qu'il y ait de théorie trop fumeuse comme ça peut l'être sur le départ l'année précédente, le départ de LeBron et tout. Mais là, je pense juste que après une année de pression constante, de négativité, Hmm. de hate, tout ça, je pense qu'il a trop réfléchi. Et après, je donne du crédit aux Mavs hein, quand même, qui avaient un vrai plan défensif quand même. Ils ont Tout aussi à joué de fait. la zone. On parlait beaucoup de zone avant. Ils ont fait de la zone. Ils avaient des mecs qui savaient défendre. Il y avait Chandler dans la raquette, etc. Mais c'était pas LeBron en fait. Il était à côté quoi. Et je pense moi personnellement que c'est plus en fait le contre-coup de toute la saison qui est ressorti au Hmm. pire moment en fait. Je Ouais, pense. ouais. Et suite à ça, il y aura cette fameuse histoire où on nous raconte le passage de relais entre Dwayne Wade et LeBron James, Oui. où Dwayne Wade dit, bah écoute, je pense que c'est urgent que tu prennes
la c'est direction ça. des opérations et que je prenne ma place de second, quoi. Et quelque part, c'est un peu là que ça change aussi la donne du côté de Miami. Ça change la donne dans le sens où ça a permis de hiérarchiser le groupe Hmm. d'une manière plus claire qu'en première saison où c'était Wade LeBron, LeBron Wade. Parce que Wade, dans la première saison où LeBron est là, Wade est encore à un niveau de superstar, quoi. Et après, c'est quand il a commencé à avoir des pépins physiques où il s'est aussi rendu compte que bon, il faut que voilà, faut que je laisse les clés un peu à LeBron parce qu'il est plus jeune, il est plus, enfin, voilà, LeBron est en pleine force de l'âge, Wade il a connu des blessures. Donc en fait, je pense que ça se fait, ça s'est fait un peu naturellement aussi, même si Wade, c'est tout à son honneur quand même de laisser un peu les clés de la franchise, qui était quand même sa franchise, puisque bon, il est champion en 2006, premier titre avec le Heat et tout, c'était un peu, c'est Wayne County quoi, comme on dit. Donc le fait de laisser les clés à LeBron, c'est assez remarquable d'altruisme, je pense. Et ensuite, bah, ça a permis vraiment au Heat de trouver un équilibre qui leur permettra de maximiser leur équipe, quoi. J'ai lu un article très récemment absolument passionnant sur Eric Spoelstra et Mhm. il parle justement comment cette défaite face à Dallas l'a mis dans le Ouais. mal absolu, Ah bah ça. que le gars était en train de chialer, que David Fisdale est arrivé, il a retrouvé le lendemain de la défaite Eric Spoelstra dans les bureaux, il n'était pas parti, les yeux rougis, en train de dire mais c'est de ma faute, j'ai pas fait les ajustements qu'il fallait, tout ça. Et Fisdale dit, à partir de ce jour-là, Spoelstra a dit plus jamais on me reprendra dans cette position-là, plus jamais je ne serai pas prêt à justement attaquer la fameuse zone. Ce qui est assez drôle de Oui, voir que oui. 13 ans plus tard, enfin 12 ans plus tard, il est là à sortir le truc Ouais. en finale NBA, bref. Et voilà. Est-ce que LeBron James a réellement demandé la tête d'Eric Spoelstra cette fameuse saison? Parce que imagine que enfin, si ça a été le cas et que Pat Riley avait cédé à sa demande, c'est dingue en fait de se dire que ça aurait pu totalement modifier cette histoire de Ouais. Miami aussi. Ouais, c'est une petite rumeur là qui a pas mal même circulé, je crois assez récemment, même sur LeBron aurait potentiellement demandé la tête de Spoelstra. Je Il pense aurait que ça demandé s'est pas surtout que fait. Pat Riley revienne coacher en fait et qu'à la limite Bah, Spoelstra reste en tant je pense qu'assistant, moi, à mais ce que j'ai pu lire et comme j'ai hmm, pu le vivre à l'époque, que LeBron, sa préférence, à mon avis, aurait été que Pat Riley revienne sur le banc pour coacher l'équipe à la place de Spoelstra. Mais après, LeBron, comme on connaît LeBron, hein, il sait faire passer des messages indirectement ou même hmm, d'une façon un peu passif-agressif. Le coup d'épaule de LeBron à Spoelstra en 2010, la première saison, c'est un épisode qui est aussi dans le livre où en fait, tout à pour fait. ceux qui n'ont pas la référence, c'est en fait Eric Spoelstra demande un temps mort dans un match de régulière à Dallas en plus. Et LeBron, quand il revient vers le banc, il croise Eric Spoelstra épaule contre épaule, un peu comme s'il faisait pas exprès, mais en fait c'est volontaire. Donc en fait, il lui met un petit coup d'épaule et, et ça a créé une grosse polémique à l'époque. Et en fait, c'était un peu un message aussi pour LeBron de dire à Riley, écoute, tu veux pas redescendre des bureaux pour être coach, mais il est jamais allé dire, je pense à Riley, écoute, vire-moi Spoelstra, Hmm, je veux que tu reviennes sur le banc, tu vois. Et après, au fur et à mesure, comme dire, Spoelstra, il a toujours eu le soutien de Pat Riley dans ces périodes difficiles là de première saison. Et c'est en fait, c'est véritablement ça qui a permis de solidifier sa place au Heat, quoi. Et ça, là pour le coup, Riley lui a laissé le temps aussi de s'acclimater en fait à cette nouvelle. Ben, c'est un sacré ajustement pour Spoelstra. Il est que dans sa troisième saison en tant que coach à l'époque. Il est très jeune. tout à fait. Il a un big three sous la main. Enfin, c'est une situation assez compliquée, quoi. Et en fait, avec Ouais, ouais. le soutien de Riley, en fait, ça l'a beaucoup aidé. Et puis ensuite, voilà, après Spoelstra, c'est un bon coach, quoi. Donc en fait, il a quand même réussi à crédibiliser sa place. Et au fur et à mesure, voilà, ça s'est fait. Et il est resté coach 4 ans, quoi, pour 2 titres. Donc voilà. Il y a un journaliste qui expliquait d'ailleurs que Spoelstra, depuis la fin de The Heatles, du Big Three à Miami, Ouais. a tendance à souvent refuser les interviews et les portraits et tout ça, enfin, à laisser la presse hors de son champ de vision, sauf ce qu'il est tenu de faire professionnellement, et notamment en raison de cette période-là, en fait, où
il a tellement été sollicité, il s'est tellement retrouvé dans l'œil du cyclone, sous un microscope où le moindre fait et geste, la moindre parole, le moindre Ouais. truc que tu fais est décrypté, analysé, bref. Et Et en plus, il a été très marqué par cette période. Et même aujourd'hui, quand tu ouais, vois sa façon d'être dans la confrontation avec ces joueurs, de ne pas avoir, il a peur d'aucun de ses joueurs. Je me souviens, c'était cette saison ou la saison d'avant où je crois que c'est la saison d'avant où il s'engueule avec Jimmy Butler. T'as l'impression qu'ils vont en venir aux ouais, mains. Udonis Haslem qui est là pour les séparer, qui s'en c'est prend lui-même ça. à Butler. Et Spoelstra, tu vois que le gars, il a pas peur. T'as l'impression qu'il il va y aller, quoi. Et Non, mais ça l'a Spoelstra, vraiment construit, ce truc, en vrai. c'est ça, quand tu passes 4 ans avec les Heatles, sous la pression, le microscope et tout, je pense qu'après le reste, voilà, t'as fait le test, quoi. Et après, quand même, il faut le dire, ce n'est pas une situation facile non plus parce que si tu gagnes pas, évidemment, avec le Big Three, ben, t'es critiqué, etc. Et si tu gagnes avec le Big Three, en fait, t'as pas le crédit en tant que coach vraiment. Parce que Ouais, bah, c'est LeBron, c'est ouais, t'es censé gagner, en fait. c'est Et, ça, ouais. euh, et en C'est fait, je ça. trouve que ça, en fait, ça assombrit un peu de manière injuste ce que Spoelstra a pu faire pour maximiser cette équipe, même juste d'une manière basket, quoi, purement basket, parce que l'équipe de 2011, c'est pas la même que l'équipe de 2013, même si bah, tu as toujours le Big Three et tout, mais en fait, ça a beaucoup évolué le jeu du hit sur les 3 saisons, 3, 4 saisons. Mais Et en d'ailleurs, fait, t'en si parles. Spoelstra n'avait pas Ouais. réalisé certains ajustements, bah, en fait, on sait pas. Peut-être que le Heat aurait pas gagné 2 titres, tu vois. Mais Peut-être que, parce que tu, l'équipe de 2011, en tu fait, parles tu de joues ça avec dans ton deux livre. intérieurs. Tu vois, tu joues avec deux intérieurs. Je crois qu'il y a Joel Anthony en pivot, tu as Chris Bosh en Mhm. 4. Ensuite, l'année suivante, ben, en fait, il y a un changement parce que tu mets Bosh en 5, tu mets beaucoup Mais plus de shooters autour de LeBron, etc. Donc, t'expliques ce changement qui a été à la fois, à la fois c'est bien vu d'Eric Spoelstra, mais c'est aussi la force, la situation qui force un peu qui force la oui, main du hit, où notamment, ouais. il y a une blessure C'est de ça. Chris Bosh aux abdominaux, je crois, et quelque C'est part, ça, playoff tout d'un 2012, ouais. coup, voilà, et tout d'un coup, il découvre que Shane Battier en poste 4, ça gère en vrai. Ça marche très bien. Exactement. Et ils vont, j'arrête pas de dire le mot en vrai, je suis désolé pour ceux qui le remarquent, il faut que j'arrête de dire ça tout le temps. Et j'ai un tic de langage, je me rends compte pendant que je parle. Mais Shane Battier en 4, ça va changer totalement le visage de cette équipe du Heat de Miami. Et ça va le lâcher, voilà, ce 5 avec Chris Bosh au poste de pivot et la suite de l'effectif qui se déroule derrière. Et C'est ça va ça. modifier plein de choses dans la ligue. Bah, c'est ça. Et bah, le hit, du coup, avec Bosch en 5, Battier en 4, Wade, LeBron et Chalmers en meneur, c'est en fait l'équipe qui a, disons, donné la meilleure version. Après, il y a eu des, voilà, c'est pas toujours le même 5, etc. Mais en fait, Mmh. cette version-là du hit, là, qui joue avec de l'espace, qui joue avec Bosch en 5, qui joue avec LeBron en plaque tournante, Wade un peu en lieutenant, etc. Les espaces, le rythme de jeu et tout. C'est la meilleure version du hit sur les 4 années. C'est donc la version qui a gagné quand même 27 matchs de suite, ce qui est la deuxième plus grosse série, il me semble, all-time, Ouais, tout à fait, en ouais. termes de victoires consécutives sur la saison 2012-13, où le Heat gagne 66 matchs quand même, ce qui est un sacré bilan, et le deuxième titre cette année-là. Et en fait, le small ball, etc., dont on a beaucoup parlé sur la décennie qui est passée avec les Warriors, etc., bah, le Heat, ils ont fait du small ball aussi. Ils étaient Et précurseurs avec ça. précurseur, peut-être, parce qu'après il y a eu d'autres équipes, avant même, avant le Heat, hein, qui ont joué small ball, hein. Mais là, le Heat, ils ont réussi à jouer small, enfin, avec une version Bosch en 5 et tout. Et même LeBron en 4 aussi, parfois. LeBron en Mhm. 4, qui a pas Mhm. mal joué en 4. Et ça, en fait, ça a permis de vraiment maximiser cette équipe, le potentiel de cette équipe, autant des deux côtés du terrain, hein, parce que offensivement, en termes d'efficacité offensive, sur l'année 2012-13 où ça gagne 66 matchs, il y a encore Ray Allen qui était arrivé, etc. En fait, Mhm. c'était presque indéfendable avec voilà, tout cet assemblage. Et défensivement, le Heat a toujours été une équipe qui voilà, qui se repose aussi pas mal sur la défense, même si c'était plus dur la 4e année parce que voilà, il y a eu les 2 titres, c'était un peu le déclin et tout, mais en fait, le Heat à son apogée, en fait, c'était une équipe
hyper forte, hyper cohérente sur des deux côtés du terrain. Et en fait, je pense que ça a influencé aussi d'autres équipes par la suite qui voulaient jouer small ball, quoi, par exemple. Donc, Bah, il y a. si tu regardes le profil de Shane Battier, c'est le profil typique qui est le plus populaire dans la ligue aujourd'hui, le 3&D, le shooter à 3 points qui est capable de défendre sur le meilleur joueur d'en face. Shane Battier, Ouais, cette qualité-là, pour moi, en tout cas en tant que fan de basket, hein, ce joueur était absolument nécessaire et a été la clé qui a permis de lâcher cette équipe du 8 en fait, de permettre à James Wade et à Bosch d'exprimer la totalité de leur potentiel sur le terrain. C'est ouais, je suis assez vraiment un joueur d'accord. qui Ouais. était pour moi indispensable, quoi. C'est un joueur de l'ombre, mais un joueur hyper important qui a, à travers ses qualités, permis à Spoelstra d'avoir plus de solutions des deux côtés du terrain. Parce que comme tu dis, bah, Shane Battier à l'époque, c'était une référence déjà défensive. Mm. Il est entré dans la ligue un peu avec cette étiquette-là de défenseur, enfin d'un joueur qui est en mission défensive souvent sur les meilleurs attaquants. Et Ultra intelligent. C'est un joueur d'une intelligence ah oui, redoutable. intelligent. Il arrivait au hit quand il avait déjà de l'expérience aussi. Expérience, intelligence, défense. Le 3 points dans le corner. Ouais. Bâtir le fameux 3 points dans le corner aussi. D'ailleurs, il en met 6, je crois, au Game 7 face aux Spurs en 2013. Donc voilà, il est clutch en plus, Shane Battier. Il était là souvent dans les moments importants. Et c'est un gars hyper intelligent en fait. Et en fait, il correspondait tellement bien à ce que le Heat voulait faire. Et en fait, son Mm. arrivée, donc il est arrivé pour la deuxième saison, donc C'est ça. 2011-2012. Et ouais, il a fait une belle différence. Il a fait une belle différence. Pour terminer sur ton livre, je voulais avoir ton opinion sur le départ de LeBron James, justement, qui met fin à cette période du Heatles. Mhm. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était justifié uniquement par son désir de rentrer à la maison? Est-ce que il y avait aussi peut-être son manque de foi dans le front office de changer l'équipe autour de lui alors que bah, ça commençait à devenir un peu vieillissant, moins dynamique, tout Ouais, ça? Et que quelque part, bah, il regarde du côté de Cleveland et il se dit tiens, il y a peut-être moyen de me faire des trucs un peu plus frais, un peu plus sympas. ouais, Et notamment, je me souviendrai toute ma vie de cette conférence de presse incroyable de Pat Riley à la fin des finales de 2014. Donc, ils ont perdu face aux Spurs. Et on dit, ouais. un journaliste demande à Pat Riley, mais est-ce qu'il va falloir reconstruire, comment vous allez faire et tout ça. Puis lui, il dit, mais il faut pas reconstruire, il faut remodifier l'équipe. Il dit retool the roster Ouais, c'est ça. et refaire C'est ça. le roster autour de James. Il n'y a aucune raison que ça remarche pas et qu'on trouve pas les solutions. Voilà, il faut être juste un peu patient et puis on va trouver les solutions qu'il faut. Et puis finalement, LeBron James se barre, quoi. Comment Et tu. conférence de presse. D'ailleurs, je te coupe juste, Oui, non, conférence de presse vas-y. où, où Pat Riley, il ne cite pas LeBron, mais en fait, il envoie des messages à LeBron dans Mais cette conférence complètement, de presse. Et complètement. Elle est il y va géniale, pas de cette main conférence morte, de hein. presse. Il y va pas de main morte, hein. Elle est sur Elle est YouTube en entier si vous légendaire. voulez Elle voir. est légendaire, cette conférence de presse. Genre, en Tu sais fait, quoi? Je limite, crois que c'est la conférence de presse que j'ai le plus regardée dans ma vie. Elle est absolument géniale. il dit, en fait, il dit tout sauf LeBron, mais en fait, ce qu'il lui dit, c'est, écoute, LeBron, Mm. fais pas le lâche, ne nous lâche pas comme ça. En C'est fait, ça. là, il faut que enfin, il le dit d'une manière un peu, ouais, si tu pars, t'es un peu un lâcheur, en fait, C'est ça. tu vois? Sans le dire comme ça, évidemment, mais je Mais veux tu dire, vas pas il, partir. ouais, il dit, les grandes équipes, elles restent ensemble, on part pas à la première opportunité. En fait, c'est ce qu'il dit, C'est quoi, ça, en ouais. gros. Et bon, faut pas être un génie pour comprendre que c'est un message pour LeBron, hein. Donc finalement, LeBron, bah, il part à Cleveland quand même. Pour répondre à ta question, du coup, pour le départ à Cleveland, évidemment, il y a l'aspect sentimental, retour à Cleveland qu'on a tous, enfin qui a été mis en avant à juste titre dans le sens parce que bah, il rentre à la maison, Attends, c'est 4 ans après le il départ. avait soigné le storytelling. Il avait Voilà, c'est du embauché storytelling, Lee c'est du Jenkins storytelling. pour écrire tout un Exactement. portrait. I'm coming home. Je rentre à la maison. Oui. Et c'est en termes de relations publiques. Alors là, c'était pas The Ah Decision. Le oui. mec, tu voyais qu'il avait appris de ses erreurs. Et tout d'un Ah, coup, c'est le, il te sort un truc ultra mielleux. Sortez les violons, préparez les c'est mouchoirs. ça, c'est ça, c'est l'inverse de The Decision en fait, Oh c'est tout la l'inverse. vache. Et il y a du storytelling à mort là-dedans, mais évidemment que la manière déjà que le Heat perd la finale 2014, donc en fait ils prennent 4-1 contre les Spurs, Hmm. mais en fait ils se font démonter, enfin ils se font démonter quoi. C'est le plus gros, Ouais. c'est l'écart le plus gros quand tu accumules.
les scores de tous les matchs des finales, c'est l'écart le plus gros à l'époque des finales, en fait. C'était Donc en fait, splendide. ils gagnent le game 2 à San Antonio et puis après ils prennent trois branlées. Hmm. Excusez-moi de l'expression, mais ils prennent trois branlées. Non, mais c'est Ils exactement gagnent, ça. Il n'y a pas d'autre mot dans le ils gagnent, dictionnaire pour dire ce ouais, qui ils s'est gagnent passé. 3, game 3 à 5 et Dwayne Wade, Ouais. enfin, il a pas de genoux, il est à côté. L'équipe, ouais, comme tu l'as dit, c'est vieillissant. Non, ça se fait complètement dominer par le beautiful game des Spurs Ouais, la qui pour vache. le coup, l'année précédente, le Heat avait réussi défensivement, pas sur tous les matchs, mais sur les matchs, les moments importants, à défendre vraiment le super jeu offensif des Spurs. Mais en 2014, c'était une débandade, en fait. Et là, je pense que LeBron, ouais, je pense qu'il s'est dit, bon, là, je peux avoir Kyrie Irving et Et Kevin Love à Kevin Love. Cleveland, Hmm. avec un Big Three à la maison en plus. Donc avec voilà tout le storytelling qui va avec, la possibilité de gagner avec des gars plus jeunes et un nouveau Big Three en fait, du coup bah, il a sauté sur l'occasion quoi. Donc c'est un peu un Ouais, mélange des deux, je dirais. C'est un ouais, mélange des deux. de changer totalement la perception et il va réussir en plus. En 2016, il va réussir Ah oui, après c'est le coup c'est du l'un des plus beaux titres de l'histoire en 2016. incroyable, incroyable. Merci beaucoup Nicolas de m'avoir accompagné, c'était top. Bah, merci à toi pour l'invitation, c'était super. Et puis bah écoute, une prochaine fois peut-être. Et puis bah voilà, The Beatles disponible partout, dans toutes les Oui, bonnes librairies, en c'est ligne si ça, Fnac, besoin. Amazon aussi. Voilà, Fnac, tout Amazon, partout. voilà. Et puis bah bravo, franchement, j'ai dévoré ton livre. Franchement, j'ai passé un excellent moment. Voilà. Bah merci, ça me fait super plaisir. Yes. Et chers auditeurs, bah merci de nous avoir écoutés. On se retrouve fin de semaine, je sais pas encore si ça sera jeudi ou vendredi, pour débriefer le Game 3 des finales NBA qui continue. Voilà, d'ici là, passez une bonne semaine et à très bientôt. À ciao, bye bye.